Puis dans tous les cas, même si les gens sont au bureau toute la journée, c'est pas vrai qu'ils sont performants de 9h à 18h tous les jours. On semble faire du pair programming. C'est qu'on a décidé que cette journée-là allait nous servir et nous, on n'allait pas servir cette journée-là. Qui semble être... on voulait pas dire qu'on vous fait pas confiance, fait qu'on a inventé quelque chose. Comme patron, là, comme manager, exprimez qu'est-ce que vous avez besoin. C'est quoi vos inquiétudes? Cet épisode est une présentation de Kanban Québec, le Kanban en français. Monsieur Leblanc, comment allez-vous? Ça va très bien, Olivier, toi-même? Bien, merci. J'apprécie que tu te sois déplacé pour venir en présentiel enregistrer GoPirate. Bah, ça me fait plaisir. Oui. Yeah, right. Ça t'a pris 1h30 d'en venir. T'es sérieux que ça t'a fait plaisir, là? J'aime toujours ça, travailler au bureau. Alors, Pierre, on a un épisode spécial. Oui, ça fait juste... C'est le deuxième avec toi. Puis je me suis dit, on va faire quelque chose de le fun. Parce que, l'après-midi commence à achever. Puis je suis tanné. Puis 2, ça fait longtemps qu'on n'a pas chialé. Hein? Ouais. Donc, pendant que je préparais un plan pour un autre épisode qu'on va filmer une autre fois, je suis tombé sur un post Reddit d'un gars pas content. OK. Qui chialait, c'est un vieux post, là, ça fait 1 an, là, Okay. en 2023, qui se plaignait qu'il était obligé de retourner au bureau, mais pour des raisons qui n'étaient pas très intéressantes ou pas très bonnes. Puis, il se plaignait de ça sur Reddit, puis il y a plein d'autres mondes qui sont allés donner, ben voici moi ce que le boss m'a donné comme raison. Puis on a viré les yeux dans le beurre, tu sais, puis tout le monde était cynique, puis il y a plein de monde qui ont démissionné. Ouais. Donc, je sais pas si tu as déjà vu les anciens épisodes qu'on faisait, Maurice et moi, où je lui racontais des trucs du public en live que lui, il avait pas vu, hein, puis il réagissait. Ah oui, sa réaction était magique. Sa réaction était magique. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit de pas regarder le plan. Donc, il y a quelqu'un qui avait posté, vous pourrez aller voir sur Reddit, hein, les excuses caves de vos boss pour interdire le télétravail. Oh. On va lire ce que les gens ont mis, puis on va rire. Mais avant, j'aimerais ça qu'on parle de notre position sur le sujet. Parce que, à tort, il y a beaucoup de gens qui, par mes publications LinkedIn, pensent que je suis un extrémiste du télétravail. Pourtant, loin de là, Pierre. Je suis bien pire qu'un extrémiste du télétravail. Je suis pas pour que tout le monde soit en télétravail tout le temps. Je sais que c'est pas bon pour tout le monde. Il y a du monde qui préfère être là en personne, etc. Donc, je suis loin de ça. Moi, je suis un pro-choix. Et ça fait bien plus peur à beaucoup de dirigeants parce que c'est essentiellement mon message, c'est faites donc confiance à votre monde. Hein? Puis les ramener au bureau, je trouve pas que c'est nécessairement un message de confiance. Ouais. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend par qui c'est fait, puis à quel point c'est surveillé, on va dire, par la suite. Bien, je pense que tu as touché un point important, c'est le sujet de la confiance. Ouais. Parce que moi personnellement, depuis longtemps, là, depuis même avant la pandémie, là, quand j'étais entrepreneur là, dans les années début 2000, j'étais capable de travailler au bureau, à la maison, au café du coin. Sur un tas de fumier. Sur un tas de fumier, c'est faux. Non, mais sérieusement, et c'est encore le cas aujourd'hui, je suis capable de travailler de n'importe où. Évidemment, ça dépend de ce que je fais. Des fois, j'ai besoin d'un peu plus de concentration. Alors, j'aime ça, être dans un endroit un peu plus calme. Ouais. Mais si j'ai pas accès à ça, je vais mettre des écouteurs, je vais mettre de la musique. Parce qu'il y a une chose super importante. Pour que les gens atteignent ce qu'on appelle l'état de flow, F-L-O-W. La zone de génie. La zone de génie en français. Donc, cet état où on est vraiment performant. On est dedans. On est dedans. C'est pas le temps de nous déranger. Exactement. Mais ça, cet état-là, c'est un contexte très, très particulier et c'est très difficile à atteindre dans un endroit qui est chaotique. Et le café du coin peut être chaotique. Le bureau peut être chaotique. Et donc, depuis le début de la pandémie, beaucoup de gens se sont mis à travailler de la maison. Ils se sont trouvés dans un confort, dans une solitude qui permettait de se concentrer. Et là, où est-ce qu'on est le plus efficace maintenant? Est-ce que c'est seul à la maison ou au bureau? Ça dépend de notre setup, ça dépend
de qu'est-ce qui se passe. Et de notre profession aussi. Et, oui, et non seulement de la profession, mais l'activité sur laquelle on travaille. Et donc, ce que ça fait aussi, c'est que, dans certains cas, on a besoin de collaborer. Et on le sait, c'est plus difficile de collaborer à distance. C'est peut-être moins vrai maintenant avec la télécommunication comme on l'a. En fait, c'est difficile de communiquer à distance en gardant le mindset qu'on avait quand on était en présence. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut adopter des nouveaux réflexes et ajuster la façon dont on communique, etc. Parce qu'effectivement, c'est vrai, il y a beaucoup d'arguments, là, c'est que, hey, on n'a plus là, la discussion sur le bord de la machine à café en télétravail, c'est sûr. Exact, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ben, j'ai déjà créé une salle qui s'appelait Machine à café, puis c'est là qu'on échangeait nos niaiseries. Tu comprends? Ça arrive plus naturellement. Il faut un petit peu le faire arriver volontairement. Oui. Ça se fait. Puis dans tous les cas, même si les gens sont au bureau toute la journée, c'est pas vrai qu'ils sont performants de 9h à 18h tous les jours. Ça se peut pas. Donc, il y a des périodes plus productives que d'autres. Il y a des endroits où on est dans des meetings, puis on se rend compte peut-être qu'on aurait peut-être dû skipper le meeting ou on n'a pas d'impact dans le meeting. Could have been an email. Oui, et donc c'est ça qu'il faut un peu démystifier dans les organisations. Puis c'est un peu, en fait, c'est beaucoup pour ça que je suis dans le domaine de l'agilité, c'est pour aider les gens à naviguer là-dedans. Je peux te dire un secret? Bon, ça serait plus un secret parce que ça va être sur YouTube. Va être public. Mais moi, j'ai une journée par semaine, des fois 2, rarement 3 chez mon client. Il faut être en présentiel. Les 2, des fois on n'a pas le choix, mais on choisit quelle journée, tu sais. Mais je les aime. Je les aime, ces journées-là. Je suis content de voir du monde. Je suis content de voir mon équipe. Hey, je suis coach agile. Là. Okay? Il faut que je parle avec du monde. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, hein? Pour pas être des victimes de cette... on s'est fait dire qu'il faudrait au moins être une fois par semaine au bureau. Ben, c'est sûr que tout le monde a dit, ben là, si c'est pour être en Teams toute la journée... Parfait. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être en team toute la journée? C'est là qu'on va mettre nos cérémonies, c'est là qu'on va mettre nos brainstorms, c'est là qu'on va s'asseoir ensemble faire du pair programming. On a décidé que cette journée-là allait nous servir et nous, on n'allait pas servir cette journée-là. Donc, c'est très bien. Donc, vous avez utilisé on va dire, cette obligation de présentiel. Pour optimiser nos affaires, dans le fond. Pour optimiser votre collaboration en personne. Et ceci dit, puis on en parlera plus tard, là, mais il y a un paquet d'autres options, parce que j'ai l'impression que c'est très, très binaire. Hein? C'est tout au bureau ou tout à la maison. Il n'y a rien entre les deux, puis il n'y a rien à l'extérieur. Après, moi, comme formateur, je l'ai déjà fait au moins à une occasion, une formation hybride. C'est-à-dire j'avais des gens en présentiel, majoritairement. J'avais peut-être 5-6 personnes dans la même salle. J'avais 2 personnes à distance. C'est un challenge. C'est pas facile d'avoir cet aspect-là. Mais attention, rappelez-vous, avant la pandémie, moi j'ai travaillé pour des très grandes organisations où on avait des gens dans différentes villes, différents bureaux, et ça existait. La plupart du temps, moi j'étais sur place. Mais je m'imagine ces gens-là à distance qui étaient sur parfois seulement qu'un bridge audio. Oh mon Dieu! Une console audio sur la table et il n'y a pas de vidéo. Tue-moi, man! Et donc, kill me, it's simpler. Mais imaginez la cacophonie que ces gens-là ont dans leurs oreilles quand on a 7 à 10 personnes dans la salle qui jasent, qui bougent leur tasse à café, leur papier, leur ordinateur, rentrent, sortent de la salle. C'est pas évident le modèle hybride. Non. Fait qu'il faut faire le mieux avec le pire qu'on a, hein, avec la situation qu'on a. Dans le fond, il faut essayer de trouver l'extraire, le moyen de faire le mieux. Trouver qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour nous, et chaque entreprise, chaque équipe, chaque département aura un contexte différent et devront choisir ou trouver leur meilleure façon. Maintenant, ça se peut qu'il y ait des organisations qui l'imposent, le retour au bureau, c'est de ça qu'on va parler. Oui, c'est ça. Donc, on parle, l'idée, c'est de l'imposer pour des raisons qui semblent être... on ne voulait pas dire qu'on ne vous fait pas confiance, fait qu'on a inventé quelque chose. Ou on ne voulait pas dire que c'est parce qu'on avait peur de perdre notre investissement dans notre tour à bureau du centre-ville. Hein? On paye, il faut bien que ça serve à quelque chose, etc. Fait que c'est des excuses un peu bidons, tu vois, qui ont été réfléchies et remâchées, et qu'on questionne l'honnêteté de ces réponses, dans le fond. C'est ça qui se passe. Ouais. Donc, ce qu'on fait, maintenant, on part, là. Tu es prêt? Oui, vas-y. Les excuses caves de vos boss pour interdire le télétravail, ça, c'est
le post Reddit. On s'en va regarder certaines des réponses, OK? Ça se peut que je les paraphrase high level. Puis Pierre, t'es interdiction de regarder l'écran. Fait que le gars qui a fait le post, lui, il disait, hier, j'ai eu comme réponse, c'est pas que les personnes qui viennent au bureau se sentent seules. Fait qu'il dit, je suis à 2 doigts d'apporter des portraits puis les laisser sur le bureau du monde. Pas que les gens se sentent seuls. Ben, moi, pour l'avoir vécu, ça m'est déjà arrivé de rentrer une journée, mettons, une journée fériée ou parce qu'en informatique, des fois, avant que je sois coach agile, j'étais en informatique, des fois, il y a des journées où on devait faire, on va dire, du surtemps, de l'overtime, comme on dit. Ouais. Puis on arrive là, puis on est seul, ou on arrive le premier le matin. Puis effectivement, c'est un peu creepy un bureau quand t'es tout seul, quand il n'y a personne d'autre. T'en veux-tu une pas pire? Vas-y. Ça n'a pas rapport avec le télétravail, mais ça m'est arrivé de rentrer un 22 décembre parce que moi, j'avais pas assez de vacances, je venais d'arriver. Fait que j'étais Scrum Master, seul au bureau, pas d'équipe. J'ai regardé YouTube. J'étais payé pour. À un moment donné. Mais c'est ça la bureaucratie. J'aurais volontiers coupé mon salaire pour aller à la maison. Mais on dit non, tu peux pas faire ça. Faut que tu te pointes au bureau. OK. Enfin. Mais donc, revenons à cette excuse. Pour pas que les gens au bureau se sentent seuls. Je veux dire, à la limite, c'est des grandes personnes. Ils ont choisi d'être au bureau. Ils peuvent pas vivre avec les conséquences de leur choix. Oui, à ce moment-là, je pense qu'il faut que ça soit on va dire une décision qui est consultée, c'est un groupe qui décide d'aller au bureau en même temps. Parce que moi, aller au bureau, si j'arrive là, puis je suis le seul de mon équipe, puis que là, on a des meetings à faire, puis que tout le monde est sur la visioconférence, alors que je suis assis dans mon cubicule, parfois c'est pas un cubicule, c'est une aire ouverte. Si je suis là, dans un endroit cacophonique, pour me connecter à un meeting où tout le monde est connecté à distance, à quoi bon? Donc il faut s'organiser. L'excuse ici, elle est mauvaise dans le sens que il faut plutôt faciliter l'auto-organisation, de dire on va y aller ensemble en même temps pour telle raison. Oui. Et tu sais, ce que j'entends là-dedans, c'est que il y en a qui viennent, eux autres, puis sont contents de venir. Ça se peut. Que venez donc toutes. Et tu sais, ceux qui viennent et sont contents de venir sont peut-être à 10 minutes de marche. Hein? Exact. Peut-être qu'à leur maison, ils n'ont pas un lieu de travail favorable. Genre, c'est pas tout ça. le monde. Ils sont à la table de cuisine, puis il y a le bébé qui crie, ou les deux colocs. Puis qu'eux autres, c'est pas mal plus simple d'aller travailler en silence au bureau. Et après, donc, c'est ça. Il y a, on va dire, la personnalité de l'individu qui a besoin d'être en présence de d'autres gens. Il y a des gens qui sont plus solitaires. Puis après ça, il y a le contexte de l'endroit où ils habitent. Est-ce qu'ils ont un milieu facile d'utilisation comme un bureau de travail à distance? Ça fait une différence. Ouais. Et ça, c'est juste le gars qui a posté la chose. C'est même pas une des réponses. OK. Ça, c'est pas pire. Pendant la pandémie, on faisait du télétravail et c'est seulement mon boss qui détestait ça. Nous autres, on était tous contents et on était tous productifs. Un jour, mon boss nous demande de tous venir au bureau parce que les clients voulaient venir sur place pour avoir accès aux salles. Puis mon boss avait vraiment besoin de nous pour l'aider. Puis tout le monde a accepté de bon gré. OK. Quand les employés sont arrivés, aucun client au bureau, juste le boss avec un gâteau qui crie « Surprise !» Il nous dit que c'était un coup monté, vu qu'il a prouvé qu'on était capable de se déplacer au bureau sans problème. Il a décidé qu'à partir du lendemain matin, tout le monde est obligé de venir au bureau tous les jours. Hey. Non, mais sérieusement. C'est quoi ce piège à con-là? C'est sûr, on est tous capables d'y aller au bureau. On le faisait avant. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. Je veux dire, avant la pandémie, tout le monde, c'est la norme. Majoritairement, les gens se pointent au bureau. Ceci dit, il y a quelques entreprises qui avaient déjà l'habitude que des gens puissent travailler à distance. Donc, les entreprises qui fournissaient, par exemple, un laptop aux organisations, c'est-à-dire aux employés. Donc, ces organisations-là étaient déjà un peu plus en avance sur les organisations où tu as un desktop, ça dit ton ordi est fixe. Le coût a été moins dur aussi quand ça a été confinement partout. Exact. Ceux qui avaient déjà des laptops pour les employés, ça a fait pas mal moins mal. Exact. Je peux vous dire qu'il y a eu une pénurie de laptops au début. Les organisations, tout de suite, ont voulu transférer leurs gens sur des ordinateurs portatifs. Mais là, tous ceux qui n'en avaient pas... il y en a qui ont attendu une semaine. Hein? Ouais, exact. Et plus, des fois. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il s'est dit sur ce boss-là? Clairement, tout le travail est à propos de lui.
puis de ce qu'il est capable de voir. Hein? C'est un peu triste que la personne a fait cette arnaque-là pour attirer les gens au bureau. Pour prouver quoi, dans le fond? Pas grand-chose. Tout ce qu'il a réussi à prouver, c'est que quand il demande à ses employés d'être là, hein, ils embarquent, puis ils vont. Là, maintenant, ce qu'il a montré, c'est je peux en abuser comme je veux. Maintenant, ici, si on pense à la confiance, ça nous fait penser à la pyramide de Lencioni. Ça, si vous ne connaissez pas ça, allez voir ça. On fera un épisode là-dessus. On fera un épisode là-dessus, mais la base, c'est la confiance. Maintenant, une chose super importante, c'est la confiance, c'est dans les deux sens. OK. C'est que si, comme patron, comme manager, vous n'avez pas confiance en vos employés, il y a des fortes chances que vos employés n'ont pas confiance en vous parce que vous vous comportez de la sorte. Et l'idée, c'est, comme manager, exprimer vos besoins à vos employés. Faites preuve, même si ça peut être comme de la vulnérabilité, faites preuve de vulnérabilité. Dites-le, on est ici dans des eaux inconnues. On a fait du télétravail, là on est dans un modèle hybride, on n'est pas certain comment ça va fonctionner. Il y a des impacts économiques importants, on pourra en reparler plus tard, mais l'idée, comme patron, là, comme manager, exprimez qu'est-ce que vous avez besoin. C'est quoi vos inquiétudes? Il l'a exprimé. Moi, j'ai besoin d'être dans le milieu connu. Fait que venez au bureau. Enfin, c'est trop facile. Non, mais c'est parce qu'il a créé un joli précédent là, ici. Là. Ouais. C'est-à-dire, de chaque fois qu'il va dire à ses employés de faire quelque chose, ils vont soupçonner un coup comme ça. C'est de briser directement la confiance. Ouais. Mais en fait, il a carrément dit « Je vous fais pas confiance à partir de maintenant. » Le prochain commentaire, Pierre, il est assez mild. Il n'est pas très, très sauvage, mais je trouvais ça important de l'inclure parce qu'on ne va pas en parler. Okay. La personne disait « Moi, j'entendais toujours pour la collaboration spontanée entre les personnes. » Là, il commente « Tu regardes tout le studio en open floor plan. Tout le monde a des écouteurs dans le tapis pour couper le reste du monde pendant que ça fait son possible pour se concentrer. Les seuls pour qui le bureau était moins stressant, c'est les parents, les jeunes enfants, puis ceux avec 2-3 colocs. » Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein? Il y en a pour qui aller au bureau, c'est leur manière de pouvoir se concentrer. Mais la collaboration spontanée, là, on s'entend, ça peut juste arriver d'un bureau. Là. Ça n'est jamais arrivé en Teams. Voyons. Écoute. Je la trouve faible. Je comprends. Dire une chose. OK. Se rassembler autour d'un tableau, puis casser du cerveau, ça va mieux là qu'en Teams. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est juste que, est-ce que, en ayant tout le monde sur place, ça va magiquement donner la collaboration spontanée? Comme si, aller faire mon épicerie pour faire une recette, puis tout l'avoir dans le frigidaire, la recette va se faire tout seul. Tu comprends-tu? Il faut le cuisiner. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est sûr que la collaboration en personne, ça semble plus facile. On est à côté. Hein? On s'entend. Si on est plusieurs personnes dans la même équipe, on travaille sur le même produit, puis on est assis à 1 mètre un de l'autre, on peut se retourner puis se jaser. Mais ça prend des périodes de calme aussi, surtout en développement informatique. Si vous êtes programmeur ou analyste ou intégrateur, peu importe, ça prend des moments de solitude, des moments de concentration. J'en ai parlé, l'état de flow, l'état de comment tu as dit, génie créatif? Oui, ta zone de génie créatif, oui. Et donc, pour être dans ce moment-là puis être performant, ça prend du calme. Donc ça, c'est autant possible au bureau qu'à la maison. Mais souvent, au bureau, effectivement, les gens vont se mettre de la musique qui va les booster, qui va les aider à être dedans, puis à se concentrer. Maintenant, on va dire que chaque individu est différent. Puis oui, il y a certaines personnes qui vont être plus au calme au bureau qu'à la maison. Moi, j'ai été comme ça pendant un bon moment. Quand j'avais des jeunes enfants, effectivement, me détacher du milieu familial, de l'environnement, ça m'aidait à me mettre dedans. Ça m'aidait à justement à être dans un endroit un petit peu plus neutre, un petit peu plus... C'était plus facile de se concentrer à ce moment-là. Et oui, discuter avec mes collègues, c'est sûr que c'était plus facile. C'est toujours plus facile en personne. Après ça, la visioconférence, c'est super intéressant. Mais moi, je peux te dire, j'étais bien avant la pandémie dans une organisation où on n'avait pas de visuel, on n'avait pas de caméra, mais on avait des bridges audio
c'était très simple. Là. On avait un genre de Teams. Là. C'était pas Teams à l'époque, c'était une autre application Microsoft. Ça avait un autre nom. Mais double-clic sur le nom de la personne, ça l'appelait sur mon téléphone IP. Je mettais mon casque d'écoute, puis je parlais en direct à n'importe quel employé à travers le monde. Magique. La technologie est là pour ça. En gros, moi, la grosse critique que j'ai sur la collaboration spontanée entre personnes, moi, je suis un fan de ça. J'aime ça, la collaboration spontanée. On s'assoit ensemble, on fait du jus de cerveau, puis ça arrive pas tout le temps en team. Ça, je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que tu n'auras pas de la collaboration spontanée à 8 heures par jour. Ben, c'est clair. Tu comprends-tu? C'est clair. Il y a des faits que c'est souhaitable que ça arrive pas 8 heures par jour aussi. Je me remémore là, un emploi que j'ai eu. Là. C'était quoi la première chose qu'on faisait en arrivant? Porter ton lunch dans le frigo. Ensuite? Je sais pas, moi. On allait chercher un café? Ben, c'est sûr. Puis c'est quoi la troisième chose? Un café en chaque meeting. On jasait avec nos collègues avant le premier meeting. Ouais. C'était souvent ça qu'on faisait. Oui. Mais ce que ça crée un rapport entre les gens. Puis c'est peut-être ça que le modèle à distance va un petit peu court-circuiter. Ah, je suis d'accord. Ça, c'est l'esprit, la cohésion va probablement dans les organisations. C'est pour ça que je dis on est dans on navigue dans des zones inconnues parce qu'on ne le sait pas encore exactement si ça va créer. Moi, j'ai comme l'intuition qu'il y a cette cohésion qui on doit être capable de la créer d'une autre façon. 100%. En fait, des fois, il faut juste, comme je te dis, la faire arriver, être conscient que c'est pas là naturellement en télétravail. Mais comme je te dis, regarde, moi, croiser du monde à machine à café, je fais encore ça, puis j'ai encore du fun à le faire. Puis je suis très content de le faire une fois 2 par semaine. Puis c'est assez. Plus que ça, de toute façon, je suis rendu plus introverti qu'avant. Hey, celle-là est écœurante. Okay. Durant la pandémie, quand le télétravail est devenu obligatoire, donc le confinement, ça a pris 15 minutes après l'annonce que IT envoyait un rappel de mémo que seul le personnel informatique approuvé a le droit de brancher et débrancher des fils. Et comme ce personnel-là n'avait pas le droit de rentrer dans nos maisons, ben pour venir nous brancher, on devenait par défaut en présentiel. Fait qu'ils ont overridé les... tu sais, il y avait... Quand ça a eu le confinement, c'était à moins qu'il n'y ait pas d'autre choix, vous devez être confiné à la maison, sauf si vous devez absolument être en présentiel. Puis eux autres, ils ont dit, ben comme les techniciens ne peuvent pas aller brancher ton ordi chez vous, vous êtes obligé d'être au bureau. Ah, donc les techniciens sont obligés d'être au bureau. Le monde au complet. Okay. Parce qu'il faudrait que les techniciens aient dans toutes vos maisons pour brancher vos ordinateurs. Comme c'est pas possible, tout le monde en présentiel. Pendant le confinement. Ben donc, c'était illégal. C'est illégal! Absolument. On a décidé, comme on a une règle d'affaires qui dit qu'un technicien doit brancher vos ordis, ben vous ne pouvez pas aller chez vous avec vos ordis parce qu'on ne peut pas vous brancher. Fait que tout le monde revient au bureau lundi matin, comme c'est supposé être prévu. C'est un summum de bureaucratie. Ben non, mais c'est l'utilisation de la bureaucratie pour expliquer des décisions bâtards, là, on s'entend, là. C'est même la bureaucratie, elle couvre pas ça, là. C'est twisted, là. Non, mais écoute, même, je veux dire, même bien avant la pandémie, j'ai travaillé dans des organisations où pour déménager un employé d'un cubicule à un autre, on n'avait pas le droit de toucher à l'ordinateur puis au fil, tout ça, là. Débranche un ordinateur, là, ça prenait un professionnel qui vient avec son petit chariot, débranche ton ordi, le met sur un chariot, déplace le chariot, le rebranche ailleurs. Ça prenait un professionnel pour faire ça, pour des raisons... Description de tâches. Veux-tu que je te raconte? Wow. Je sais pas. J'ai aucune idée, mais c'est... Okay. Bref. Je vais te raconter une histoire, Pierre. Tu te souviens, j'ai souvent reçu Sébastien Robert qui vient nous parler de syndicalisme. Oui. Qui d'ailleurs va être un collaborateur fréquent dans GoPirate à partir de bientôt. Puis, donc, tu sais, je suis quand même pro-syndicat. Je comprends pourquoi c'est important. Je comprends pourquoi ça a émergé. Ah oui? Ouais. Puis, je veux dire, sinon, on ferait encore du 7 jours semaine, s'il n'y avait pas eu de syndicat. Mais, puis, je suis très content de voir la montée de syndicats parmi les jeunes en ce moment chez... tu sais, par exemple, chez Starbucks, chez Amazon, etc. Parce que, tu sais, en ce moment, il y a une grosse vague de casseurs de syndicats aux États-Unis. Okay. Des entreprises qui se mettent ensemble pour rendre illégale l'organisation qui gère le travail.
OK? Puis qui gère les approches syndicales. Là. Donc, tu sais, fait que moi, je suis un défenseur de ça. Okay. Mais j'ai aussi vécu ce que ça peut être dans un milieu qui est syndiqué quand toi, tu ne l'es pas. Ouais. Puis c'est un autre univers. OK? Fait que moi, j'étais coach agile dans un endroit qui était syndiqué. Ça allait bien avec l'équipe, honnêtement. Ça allait vraiment bien. Mais le jour où Olivier a voulu imprimer quelque chose et que le tiroir de l'imprimante était vide et que j'ai cherché du papier pour le remplir, je me suis fait dire en tabarnouche que c'était pas ma job. Un sale consultant qui vient voler la job de quelqu'un qui remplit la machine à papier. Sérieusement. Fait que, sais-tu quoi? On n'a pas pu faire notre rétro ce jour-là. Il a fallu attendre 2 jours plus tard. Ça a pris 2 jours. Non. Ben, et donc, c'est ça. Je pense que dans tous les cas, il y a de l'abus partout dans les organisations. Puis, ça prend un gros bon sens. Là. À un moment donné, il faut arrêter là, de... Peut-être que la personne avait très peur que je me coupe avec le papier. Ah, ben là... Puis du sang de pirate, hein, ça vaut cher. Hein, faut pas gaspiller ça. Non, c'est clair. Mais bref, voilà, tout ça, toutes ces aberrations, là, ça mène à un manque de productivité dans certains cas. Dans certains cas, vous avez carrément manqué l'opportunité de faire ce qu'il fallait dans votre équipe, là, votre rétrospective. Donc, c'est n'importe quoi. Le prochain, ça ressemble un petit peu à un autre qu'on a déjà dit, mais j'ai quelque chose il y a quelque chose un angle différent que j'aime bien. Okay. Ça serait injuste pour ceux qui décident de venir travailler au bureau. Là, on va bien m'entendre, OK? Je suis d'accord que le télétravail, c'est pas pour tout le monde. En fait, c'est un des arguments pro-présentiel. Le télétravail, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas ça travailler de chez eux. Hein? Il y en a qui mêler travail avec son environnement familial, c'est pas simple pour eux. Puis je suis d'accord, c'est pas pour tout le monde. Ouais. À l'inverse, je suis aussi d'accord que le présentiel n'est pas pour tout le monde et ça devrait être un argument aussi pesant que le télétravail n'est pas pour tout le monde. OK? Fait que là, l'idée, c'est injuste. C'est injuste. Qu'est-ce que ça apporte ici? Ça apporte, il y a une question là-dedans, on essaie d'avoir de l'égalité. L'égalité dans les conditions. Mais rien là-dedans ne parle de qu'est-ce que les gens qui vont au bureau vont chercher? C'est quoi leurs besoins qui comblent? OK? Ouais. Parce que l'équité et l'égalité, c'est pas la même chose. L'égalité, c'est la même chose pour tout le monde. L'équité, c'est on a une solution qui est convenable pour chacun, qui répond aux besoins de chacun. Exact. Et celle-là, je la trouve rough. Pour ceux qui décident de travailler au bureau, c'est pas juste. Mais pour ceux qui décident de travailler à la maison, est-ce que ça l'est? C'est parce que c'est encore un espèce de pattern de one size fits all. C'est une standardisation. Parce qu'on aime ça, standardiser. Ça. La norme, c'est de travailler au bureau. Fait que ceux qui veulent la norme sont pénalisés par ceux qui veulent pas rentrer dans la norme. Mais c'est un mauvais endroit pour standardiser quelque chose. Mais c'est une mauvaise prémisse. Oui, exact. Ouais. C'est une mauvaise raison. Moi, je suis pas contre la standardisation, mais il faut standardiser les bonnes choses. Ouais. Puis il faut remplir les besoins des bonnes personnes aussi. Puis effectivement, dans certains cas, standardiser ça, là, au bureau, c'est un manque d'équité. C'est clairement... équité pour qui? C'est surtout équité pour ceux qui ont décidé d'aller au bureau. Là, tu comprends ça? On n'écoute pas ceux qui veulent pas. Mais encore une fois, cette rationnelle-là, ça cache le manque de confiance. Ouais, c'est du 2 poids 2 mesures, simplement. Exact. OK. Prochain commentaire. Celle-là, je l'aime parce que on a déjà parlé avec Maurice. Ouf. Parce que nous avons une responsabilité sociale envers les commerces avoisinants, particulièrement les restaurants, qui traversent actuellement une période difficile. Et le gars ou la fille en ajoute « Désolé, mais non seulement nos salaires ne suivent pas l'inflation, et là tu me demandes de subventionner ces restaurants, ces mêmes, qui coûtent désormais 30% de plus pour une petite assiette, franchement. » Mais, premièrement, c'est ça. Il n'y a aucune obligation à aller au restaurant quand vous travaillez au centre-ville dans votre ville. Vous pouvez amener votre lunch. Donc, si du jour au lendemain, tout le monde s'organise puis dit « Moi, aujourd'hui, j'emmène mon lunch. » T'es un sale égoïste. C'est exact. Et donc, faut arrêter ça. Les temps changent. C'est vraiment une mauvaise excuse parce que
c'est comme revenir en arrière, là, à l'époque où on a inventé la voiture, puis soudainement, il y a des photos de Montréal là, où il y avait des chevaux, puis des calèches partout dans la ville. Il y avait aussi de la marde dans la rue. Et 10 ans plus tard, là, la même ville, là, 10 ans plus tard, là, on parle entre fin des années 1800 là, puis autour de 1910-1920, là, plus de chevaux. Les chevaux ont disparu. Sauf dans le vieux. Mais dans même le dans Montréal. le vieux, là, je te parle. Aujourd'hui, il n'y en a plus dans le vieux Montréal. Aujourd'hui, il n'y en a tout. plus. Mais il faut voir que, puis c'est documenté, là, la population de cheval les chevaux, c'était des milliers de bêtes. Puis en moins de 20 ans, là, il n'y en avait plus, ou presque plus. Et donc, remplacés par des voitures. Fait qu'à un moment donné, la technologie, la société évolue, puis il y a des choses qui disparaissent, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Donc, c'est une mauvaise excuse de dire, OK, mais il faut faire vivre les commerces au centre-ville. Les commerces se sont installés là parce qu'il y a un achalandage. Si l'achalandage s'estompe, les commerces vont aller ailleurs. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des cordonniers à tous les coins de rue? Ben, j'espère. Ben, non! Pourquoi? Parce qu'on a adopté un mode où on a des chaussures jetables. Il n'y a plus les laveurs de chaussures, là. Il y en a, mais c'est pas, je veux dire, beaucoup. c'est pas aussi répandu qu'il y a 100 ans. Ils veulent pas laver mes chaussures que j'ai achetées chez Mec. Puis qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez dans les films des années 40, 50, où il y a des salles complètes de dames qui tapent à la dactylo. Ouais. Comment ça se fait que ça n'existe plus? Ben, parce qu'ils sont paresseuses puis ils veulent pas travailler. N'importe quoi. Puis les petits crieurs de journaux, là. Oui. Hein? C'est ça. Et donc, J'ai enlevé des jobs à des enfants, gang de chiens. les temps changent, les Ouais. temps évoluent et il faut laisser le marché suivre son cours. Puis je comprends qu'il y a des commerces qui ferment, puis je comprends que c'est triste pour ces gens-là, mais en même temps, je veux dire, il y a des commerces qui survivent. C'est ça aussi notre monde, notre société. On peut réussir puis on peut échouer, mais c'est basé sur les décisions qu'on prend. Et malheureusement, parfois, on prend les mauvaises décisions. Je te trouve beaucoup trop rationnel et posé par rapport à ta réaction. Moi, je suis bien plus... Moi, c'est la malhonnêteté intellectuelle de Ben, ce c'est sûr dirigeant-là. que, c'est sûr que de dire ça, c'est pas correct. Ça paraît bien. Je veux dire, c'est pas notre responsabilité individuelle Non, t'as raison. de dire on va sauver les commerces. Là. Non, ça marche pas. C'est là. hypocrite à mort. Puis ça, tu sais, il y en a qui vont dire c'est les mêmes boss là, qui veulent même pas nous payer à fucking pizza quand on va dîner, là, quand on travaille comme des fous. Fait que eux autres, ils font quoi pour encourager la pizzeria du coin? Hein? Ouais. Avant la pandémie, ils s'en sacraient des commerces autour. Mais là, tout d'un coup, il faut faire des petits efforts pour les commerces parce que, tu sais, ça nous aiderait donc ben que vous soyez au bureau. Oui, puis après, on pourrait aller plus loin, on pourrait pousser la réflexion et dire ouais, mais t'imagines tous les propriétaires de ces beaux grands édifices à bureaux au centre-ville, qu'est-ce qu'ils vont faire si les bureaux ferment? Ils n'ont plus de locataires pour payer les loyers. T'es obligé de faire des HLM. C'est épouvantable. Tu peux pas laisser faire ça. Terrible, c'est terrible. Prochain commentaire. Oh, j'aime bien celui-là. Le gars, il dit c'est difficile de convaincre un Bocératops, donc un dinosaure. Cette voix en extinction est généralement un extraverti, enchaînant réunion après réunion, saluant tout le monde, parce que, you know, we're a family, haha! Avec leur très faible imagination, le Bocératops n'arrive qu'à comprendre ce qu'il a sous le nez. Ce que je retiens là-dedans, c'est, évidemment, l'extraverti. J'avais déjà lu un article. Il faudrait que je le retrouve. Je pense que je l'ai déjà fait référence dans un autre épisode avant, qui disait qu'il y a beaucoup de dirigeants que leur seul cercle social, c'est leur groupe de management. Et que pour eux, s'ils vont pas au bureau, ils n'ont juste pas de vie sociale. Et c'est pour ça qu'ils veulent que tout le monde revienne au bureau. Tu comprends-tu? C'est leur réseau social en personne. Mais dans un monde, une organisation qui est bien organisée, que les gens sont autonomes, sont capables de s'auto-organiser, moi, je pense que le patron pourrait atteindre un point où il pourrait aller passer plus de temps avec ses amis au golf. Avoir des martinis dans un spa. Donc, effectivement, j'ai vu plusieurs articles sur ceux qui aiment être au bureau. C'est généralement des extravertis.
Pas tout le temps, OK? On s'entend, là, c'est généralisé. Mais c'est vrai que c'est beaucoup le cas. Ceux qui parlent d'un bureau à l'autre, là, puis qui travaillent pas beaucoup, là, c'est des grandes gueules, on s'entend, là. Ouais. Ben, après, il y a différents styles de gens bien sûr, qui bien sont sûr. en position de management. Mais je peux te dire que si l'individu est trop occupé dans des meetings, il y a probablement quelque chose à faire là. Puis ben moi, dans mon métier, j'aide ces gens-là à essayer de décortiquer parce qu'ils disent, parce qu'ils disent, ils font des réunions après réunion après réunion, et donc tout le monde devrait faire ça. Non, mais c'est pas nécessairement qu'ils veulent l'imposer, mais ça devient un peu le modèle, si on veut. Puis eux, c'est comme ça qu'ils vivent le travail. Il n'y a pas de raison. Il y a toujours moyen de déléguer mieux. Oui. Puis remplacer certaines réunions par des emails. Ouais. Mais tu sais, juste revoir les photos. Tu sais, lisez Death by Meeting. Je l'ai pas lu, mais apparemment, j'ai une idée de ce que ça dit, là. Ouais. Ça vaut la peine. Ça, c'est drôle, ça. Au gouvernement, j'ai jamais autant entendu parler d'esprit d'équipe, puis comment c'est soudainement important. Ils s'en foutaient bien avant mars 2020, pourtant, on n'en parle pas du tout quand vient le temps de faire une refonte de la direction, puis chambouler toutes les équipes. Au même point que, bizarrement, tout le monde a soudainement oublié qu'on se parlait sans se voir avant mars 2020. On appelait ça un téléphone. Ben, après, j'ai pas travaillé énormément dans des organisations gouvernementales. Non, non plus. J'ai travaillé dans certains paragouvernementales comme consultant. Puis, dans les organisations privées aussi, ce que je peux vous dire, c'est que le principe d'équipe est souvent galvaudé. Ah, mon Dieu. Quelqu'un qui travaille, tu sais, du monde qui travaille tout en dessous du même manager, c'est une équipe. C'est une équipe. Puis c'est pas vraiment une équipe. Ben non. Il faut voir l'équipe de travail comme une équipe sportive. Si tout le monde joue ensemble, si on joue le même sport, puis on veut réussir notre mission ensemble, là, on peut parler d'équipe. C'est quel coach de foot européen là, qui disait... Une équipe, c'est pas des gens qui portent le même dossard, c'est des gens qui transpirent ensemble. C'est bien dit. C'est un peu dégueu, mais c'est ça. C'est bien dit, mais il faut jouer le même sport pour être dans la même équipe. Parce que si vous avez des gens, des individus, c'est souvent le cas au gouvernement, c'est que les dossiers, les gens vont porter le ballon d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que c'est leur dossier, ils commencent avec, ils vont finir avec, ils vont le porter jusqu'au bout. C'est un silo. C'est un travail individuel. Et donc, vous avez beau dire on est une équipe, mais si c'est un sport individuel, vous ne pouvez pas faire une équipe. Un bon exemple, t'as-tu déjà vu une équipe de 22 joueurs de tennis? Pas souvent, là. Non, parce que c'est un sport qui est individuel ou peut-être en binôme, en duo, contre un autre duo, mais vous ne pouvez pas faire comme une équipe de hockey ou une équipe de foot. Ça se fait pas. C'est des sports plutôt individuels. Donc, et c'est souvent ce qui arrive dans les organisations, c'est qu'on parle d'équipe alors que c'est un groupe de personnes qui ont chacun leur sport individuel. On fait du beau team building. Ça coûte super cher. Là. On invite quelqu'un pour venir faire un atelier de team building. Puis après ça, on renvoie le monde à leur bureau, travailler individuellement, puis pas collaborer. Ben, c'est pour ça qu'il faut parler plutôt que parler d'esprit d'équipe, c'est la cohésion sociale. Donc, ça, on pourra faire un autre épisode là-dessus. La cohésion sociale, c'est différent que l'esprit d'équipe. Il en reste quelques-uns. Ah, ça, c'est intéressant. C'est pas les boss, mais les employés qui ont mis fin au télétravail, puisque les boss demandaient d'être toujours live sur Teams avec 100% des employés en même temps pour toutes les heures travaillées. Next level toxique. Ouais. Je comprends un petit peu qu'est-ce qu'il a essayé de créer, honnêtement. Il a essayé de recréer... Tu sais, comme quand tu es au bureau, tu peux aller voir quelqu'un n'importe quand. Ouais. Puis il a peut-être essayé de recréer un genre d'environnement comme ça. Mais là, ce qu'il a recréé, c'est l'open plan avec tout l'étage au complet. Puis quand quelqu'un veut parler, tout le monde l'entend, comme dans la vraie vie. Tu sais, honnêtement, j'ai créé des périodes, pas récemment, mais pendant le confinement, avec mes équipes, où on avait... toute l'équipe était sur Teams en même temps. Peut-être qu'il n'y avait personne qui avait rien à dire. Puis on travaillait. Mais à un moment donné, quelqu'un lui met son micro et dit « Hey, avez-vous regardé l'épisode hier de telle affaire? » Tu sais, on avait déterminé une heure, genre entre 1 et 2, où on jase en travaillant. Puis c'est pas tout le monde qui était game, mais il y en a qui se déconnectaient parce qu'il fallait vraiment qu'ils se concentrent. Mais tous ceux qui faisaient un petit peu des affaires qui ne demandaient pas trop de concentration se connectaient puis ils jasaient en travaillant. Je pense que c'est un petit peu ça qui a essayé de faire ici, mais ils ont été un petit peu trop larges.
Toute l'entreprise sur Teams en même temps. Voyons. Hey, c'est demandant. C'est parce que c'est la charge mentale de ça. Ah ouais. Moi, je peux te dire, j'ai vécu dans mon premier mandat de coaching agile à distance pendant la pandémie. Je peux te dire que j'ai eu des journées avec 6, 7, 8 meetings dans la journée. Peux-tu te dire que j'avais pas beaucoup de temps entre chaque meeting? Puis, à un moment donné, les gens, puis je sais pas de ça, là, on a constaté que, regardez, ça serait bien que, tu sais, quand on finit un meeting, puis l'autre commence, là, tu sais. Ça va être 10 minutes pour faire pipi. Faut finir à l'heure. Ouais. Hein? Faut pas que le meeting déborde. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est un apprentissage. Démarrer et finir à l'heure les meetings, c'est super important. L'autre chose, c'est, donnez-vous un 5-10 minutes de buffer en début de meeting. Donc, si le meeting commence à 10 heures, ben peut-être donnez-vous jusqu'à 10h10 pour vraiment démarrer le meeting. Parce que sinon, je veux dire, on sort d'un, on rentre dans l'autre. C'est sec, là. Ça commence sec, puis ça finit sec. Ben, c'est ça. C'est parce que le problème, c'est parce qu'à un moment donné, on fait juste ça, passer du temps en meeting. Donc, le travail à distance, c'est bien. Mais les gens ont besoin de temps pour faire le travail aussi. Parce que le meeting, on s'entend-tu que les dossiers avancent pas vite? Quelqu'un qui est tout le temps en meeting, je suis d'avis qu'il ne travaille pas tant que ça. Ouais. Je mets un astérisque sur ce que je viens de mettre. Je connais des gens qui sont tout le temps en meeting, puis ils sont tout le temps en train de gérer les dossiers grâce à leur meeting et ça marche. Mais tu sais, c'est parce qu'il y en a qui ont un travail qui est plus manuel ou genre un travail créatif. Être tout le temps en meeting, t'es pas créatif, là. Mais ça dépend de ce que la nature du métier, mais tu sais, si t'es chargé de projet, puis l'idée, c'est de faire des suivis, puis c'est de coordonner, c'est une chose. Ça, gestionnaire, tu sais, on comprend beaucoup de meetings, là. Mais beaucoup de gestionnaires sont triple bookés tout le temps. Puis il l'était déjà avant la pandémie. C'est ça. Mais en fait, ça s'est empiré avec la pandémie, je pense. Ben oui, parce que là, il n'y a pas de temps de déplacement. Donc, avant, il fallait se rendre dans une salle pour aller au meeting. Maintenant, c'est instantané. On déconnecte, reconnecte. Mais à un moment donné, il faut respirer un peu aussi. Mais c'est ça. Tout travail créatif, plus tu passes de temps en meeting, moins tu es créatif. Exactement. C'est exponentiel. Là. Puis si comme je l'ai vécu, tu as 6 à 8 meetings dans ta journée, c'est clair que tu n'es pas performant cette journée-là. Prochain commentaire. J'ai entendu ça venant d'un vice-président d'une très grande compagnie du domaine financier au Canada ou quelque chose du genre. En étant au bureau, vous pouvez entendre des conversations autour de vous et apprendre des éléments d'information utiles à votre travail. Je doute un petit peu de l'onboarding dans cette entreprise-là. Si tu apprends des affaires utiles à ton travail en écoutant les voisins, c'est un peu étrange. Puis ça, on s'entend, là. Faut pas que tu ailles les écouteurs là, pour te concentrer parce que tu peux pas entendre les voisins. Mais non, mais ça, c'est une mauvaise version de une où on parle de travail d'équipe puis d'entendre les conversations à la machine à café. Tout ça, c'est un peu le même principe, là. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. On va sauter direct à l'autre. À mon ancien emploi, c'était le directeur général s'ennuie. Puis le télétravail, c'est juste un projet pilote. Fait que tu vois, ça, c'est juste la preuve, là. Ben, le DG s'ennuie, mais c'est ça. Le DG s'ennuie, lui. Hein? Il est habitué d'être entertainé par ses mignons. Hein? En télétravail, personne ne l'appelle. Puis ça, c'est un problème qui est fréquent dans les organisations, c'est que les managers ne savent pas ce qui se passe. Puis ils ont un besoin de savoir ce qui se passe pour peut-être pouvoir justifier en haut d'eux. Moi, je questionne pourquoi ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Et je dis pas que c'est méchant de savoir ce qui se passe. Je dis d'où vient ce besoin-là? Et très, très souvent, c'est le besoin d'être rassuré. Exact, c'est le besoin d'être rassuré. Puis tu sais, je vais donner un exemple, OK? Là, ça date de bien avant la pandémie, encore une fois, où on travaillait sur un projet avec un deadline là, très, très serré. C'est un site web pour une émission de télé. Donc, on s'entend-tu? L'émission de télé commence à telle date, le site web doit être prêt. On ne peut pas passer à côté. Et donc, on travaillait et le team lead, là, j'étais un peu plus jeune à l'époque, le team lead, dès le jour 1, il dit « OK, es-tu prêt? On va faire de l'overtime tous les jours. On va faire du surtemps. Tous les jours. » À l'époque, je n'avais pas d'enfant, donc pas de problème, je vais le faire. T'sais. Et donc, on faisait tous les jours quelques heures de plus à tous les soirs. Et à un moment donné,
quand le projet se rapprochait de plus en plus de la date butoir, il y a des managers qui ont commencé à nous convoquer en meeting 1 à 2 heures par jour pour qu'on les rassure, parce qu'ils voulaient savoir si on allait livrer à temps. Mais on s'entend-tu qu'on perdait 1 ou 2 heures par jour à les rassurer, puis le soir, on faisait 1 à 2 heures d'overtime? Tu sais, quand le confinement est arrivé, puis qu'il était question tout d'un coup de travailler à la maison, c'était chaque matin, vous nous écrivez toutes les tâches que vous avez faites, vous allez faire dans la journée, et chaque fin de journée, vous allez écrire les tâches que vous avez faites. Ça a besoin de concorder. Fait que, tu sais, rendu là, je sais pas, ils ne demandaient pas ça quand on était en présentiel. Pourtant, on ne communiquait pas davantage jusqu'on était rendu. On faisait ça au Scrum le lendemain. Fait que, tu sais, il y avait comme une grande crainte que les gens fassent rien. Alors que c'était facile, honnêtement, c'est facile de rien faire au bureau. Là. Okay? Pas parce que j'ai essayé, là, mais je le sais. Là. Non, mais c'est parce que il y a des journées où on est plus productif, on est plus dedans, on est plus dans notre flow. Puis il y a des journées où on l'est moins parce qu'on est humain. C'est ça la réalité. Et... J'ai vu quelqu'un faire « Hey, il nous check tellement en télétravail là, que j'ose pas aller aux toilettes chez nous. » Ben là, il y a un problème. Donc là, ça revient au manque de confiance et ça revient à un principe vraiment important, c'est la maturité organisationnelle. Puis ça, c'est un autre sujet vraiment... Là, il va falloir qu'on en parle. Mais tout ça pour dire... dans un bas niveau de maturité organisationnelle, t'as des gens qui checkent quand est-ce que tu checkes, quand est-ce que tu vas aux toilettes. S'il vous plaît, allez aux toilettes moins que 10 minutes sur le temps de la job. Si vous voulez y aller plus que 10 minutes, allez-y pendant votre lunch. Un bon truc, c'est buvez moins. Buvez chez vous. Et là, Pierre, à l'habitude qu'on avait pris, on a 3 trucs pour vous autres, mais avant les 3 trucs. Première capsule d'un de nos chroniqueurs, et on en a pour quoi? Quelques minutes, OK? Mais si vous voulez la version longue, il faut aller sur patreon.com/GoPirateCanada. On écoute ça. Allô Olivier, c'est encore moi, David Méjaude pour l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, le PESAL. Aujourd'hui, je viens de parler de la polarisation des aspects sociaux. Puis là, je vais essayer justement de pas faire comme la dernière chronique puis aller dans l'extrême colère que j'ai eu. Je peux vraiment être surprenant. Mettre de l'eau dans son vin, c'est moi en tant que personne très joviale, genre je trouve que les gens oublient qu'il y a une zone grise. C'est toujours blanc ou noir. C'est toujours ça c'est bon, ça c'est mauvais. Alors que la vie se passe entièrement dans le gris. Toujours dans le gris. Puis je vais te donner un exemple. On va retourner dans le passé, je pense que c'est autour de 2006. C'était encore Paul Martin qui était premier ministre du Québec, du Canada, excusez. Et il était minoritaire. Puis là, il y avait des troupes canadiennes en Irak. On voulait plus les garder là parce que là, on s'embourbait dans la guerre. Puis il y avait des suspicions aussi qu'aux États-Unis, les prétextes étaient faux pour aller genre en Irak. Et là, il y a eu un projet de loi pour le retrait des troupes. Le projet de loi de Paul Martin, c'était dans 6 mois, on va les retirer de l'Irak, on va faire bien les choses, on va rapatrier notre équipement. C'est comme pas faire ce qu'on a fait en Afghanistan l'année passée là aux États-Unis. Ouais. Fait que on avait tout le monde peut-être assez d'accord à avoir genre un retour des troupes dans 6 mois. Sauf que le NPD a dit « Hey, on est super d'accord du retrait des troupes, mais on veut pas dans 6 mois, on veut maintenant. » Puis tu sais ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté contre. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Les troupes canadiennes ont resté 7 ans de plus au lieu d'être retirées en 6 mois parce qu'ils ont pas mis de l'eau dans leur vin. Ils ont dit c'est tout de suite ou c'est rien. Puis les conservateurs, eux autres voulaient qu'ils restent là-bas. Fait que qui a gagné? Tout le monde était comme faut un retrait sauf les conservateurs. Le parti qui est censé être le plus à gauche a fait gagner la droite sur une question parce que ils ont pas dit hey ça se peut qu'il y ait une zone grise, on pourrait dire on commence avec 6 mois puis après ça on viendra avec un amendement au projet de loi pour dire bon mais maintenant mais on va avoir du moins déjà acquis les 6 premiers mois. Je m'excuse, je sais que genre je t'ai dit que je le referais pas comme la semaine passée, mais Bon, l'économie sociale maintenant, ça me calme quand je parle d'économie sociale. C'est sûr. Je pense que je vais me prendre des cours de yoga. C'est la relation entre l'économie et le social. Puis on oublie souvent que l'économie sociale, là je sais, je fais des tautologies, là,
mais des fois, tu sais, il y a des choses qu'on voit la définition juste par l'appellation d'un concept. On en a un ici. Mais l'économie sociale, malheureusement, le premier mot, c'est économie ouais. Et pas sociale. Et en tant que DG du pôle, je me rends compte très, très bien que beaucoup d'entreprises d'économie sociale, leur positionnement est davantage sur l'impact social, leur mission. Ils veulent vraiment développer des services, des produits, mais la logique de rentabilité, de surplus, rien. Puis je le sais parce que c'est des héros qui n'ont pas de cap. Nos équipes sur les terrains à travers le Québec en économie sociale, c'est des gens dévoués, passionnés, intenses. Et moi, j'amène mes entreprises d'économie sociale à dire, c'est bon, l'impact social, sauf qu'il nous faut aussi une logique où on va pouvoir nous délester un peu. Moi, je leur dis tout le temps, si vous avez des surplus, sans être obligé de développer de nouveaux services, parce que leur réflexe, c'est tout le temps, on va repartir des nouveaux services, il y a des nouveaux problèmes. On faut sortir on fait notre travail par idéologie, puis il faut le faire davantage, si on vend davantage notre service, on répond davantage à la mission parce qu'on dessert davantage les collectivités. Et à un moment donné, si tu veux garder tes expertises importantes au sein de ton organisation, plus tu vas vendre tes services, puis plus tu vas avoir une approche un petit peu plus commerciale. On va pas diluer notre impact social de notre mission. On vient solidifier notre organisation. Mais là, après, on vient adonner des belles conditions de travail à notre force vive sur le terrain qui va être récompensée. Donc, nos conditions de travail au niveau du salaire vont être plus importantes. Puis là, si on veut les garder à long terme, on peut arriver avec un pourcentage de notre masse salariale pour les former, parce qu'à un moment donné, ça se peut qu'ils disent « Je suis vraiment bien dans cette entreprise-là, sauf que j'ai besoin d'aller me développer mon savoir-faire davantage, puis mon savoir-être aussi davantage. » Comment je progresse là-dedans? Exactement. Si on reste idéologique, si on continue à avoir toujours la difficulté de vouloir développer davantage le volet marchand, de l'économie sociale, ben on va perdre cette essence-là et on va arriver à un moment donné à une certaine fragilité dans notre organisation parce qu'on va être constamment en train de développer sur de nouveaux enjeux. Fait que c'était comme ça que je voulais en parler, puis je vois que l'outil, le vecteur de l'économie sociale devient pas un levier financier, devient un levier stratégique. Il y a une différence entre les deux, parce que le financier, c'est sur une rentabilité annuelle. Stratégique, ça va être une pérennisation d'une entreprise, d'un projet, d'un service, d'une mission sociale à très long terme et de façon durable. Et c'est à ça que sert un pôle, en fait, effectivement. Moi, je laisse nos entreprises d'économie sociale faire leur mission sociale. Ils sont capables. Ils sont capables, c'est l'expertise. Puis moi, je les amène à se structurer au niveau économique. Moi, comme directeur du pôle, quand je m'en vais face à l'action communautaire, on me dit que je suis un peu trop à droite. Puis quand je vais voir ma chambre de commerce de l'autre côté, on me dit que je suis trop à gauche. Il faut que je trouve cette façon-là d'équilibrer les choses pour desservir nos entreprises d'économie sociale puis dire, à la fois, on fait de super bons projets en impact social, qui malheureusement est très difficile de chiffrer comme indicateur. Mais de l'autre côté, il faut que je les positionne par leur qualité de service, leur excellence, puis les amener à se faire une place dans les marchés pour qu'ils puissent encore plus desservir leur mission sociale. Donc, ça m'amène réellement, cette polarisation des aspects sociaux, dans une position qui est très, très difficile pour les pôles d'économie sociale, parfois, ou des entreprises d'économie sociale. Parce que d'un côté, ils vont nous dire « Ah oui, mais vous êtes un OBNL, là, c'est une concurrence déloyale, vous êtes subventionné. » Puis de l'autre côté, ils nous disent « Ouais, mais là, vous êtes une entreprise, là, parce que vous vendez des services, fait que vous n'avez pas besoin d'avoir des subventions. » Catch-22, puis je voulais en parler parce qu'on en parle très peu, puis à un moment donné, je vais le dire, ça va faire, là, la polarisation des aspects sociaux. C'était ça le message, Olivier. T'as-tu vu mon beau hoodie? Oui. Il faudrait que les gens commandent sur le site Internet. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci, David. Avec joie. Bon, Pierre, j'ai appris tellement de choses. Incroyable. Wow. Merci. Merci. On dit ça parce qu'on n'a pas la moindre idée c'est laquelle des capsules qui viennent de passer, les amis. Donc, 3 trucs, Pierre. On avait pris l'habitude avec Maurice de faire ça. La raison, c'était entre autres que Maurice aime beaucoup ça, le froufrou puis la crème fouettée. Mais il dit c'est important d'avoir du croquant à mettre en place, de l'action, l'actionnable. C'est là qu'on fait notre impact. On vous donne des trucs en espérant que vous les utilisez. C'est ça. Si vous ne les mettez pas en application, c'est votre trouble. Donc,
J'aimerais ça qu'on parle de 3 trucs pour un présentiel qui sert à quelque chose. Ouais. Parce que malgré tout ce qu'on vient de dire, ça se peut que vous n'ayez pas le choix. Donc, le premier que j'aimerais vous donner, c'est un petit peu ce que j'ai raconté tout à l'heure. Hein. Quand vous allez au bureau, là, arrangez-vous pour que ça vaille la peine. Oui. Okay? Vous allez au bureau 1 fois, 2 fois par jour. Faites vos meetings, toute la gang là. Hein? Surtout si tout le monde est là. Faites vos plannings, faites vos brainstorms. Okay? Votre travail en équipe, en binôme, en trinôme, c'est le temps de faire ça. Okay? Essayez de ne pas répéter les patterns de télétravail au bureau. Puis n'oubliez pas de vous réserver une salle, parce que si vous arrivez au bureau, puis tout le monde doit s'asseoir à son poste dans l'air ouverte, puis vous êtes tous sur la visioconférence, c'est un problème. Dans le bureau, ça sert à rien. La deuxième, c'est qu'une équipe qui livre la valeur tangible et continue, c'est plus difficile de lui dire non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais, il y en a qui ont des gros chantiers, puis on le finit après 6 mois. Après ça, on a un autre gros chantier, puis on le finit après 6 mois. Ben, vous avez eu 2 livraisons de valeur dans l'année. Puis des fois, ben, ça se passe pas très bien. Fait que des fois, c'est peut-être juste une ou un quart de une. OK? Et que si on est capable de livrer en plus petits morceaux, disons aux 2 semaines, aux semaines, même aux 3 semaines, tu sais, si vous livrez de la valeur tangible, tangible, c'est-à-dire consommable, on peut l'utiliser, ce que vous avez fait. OK? Chaque 2 semaines, vous avez 26 livraisons de valeur dans l'année. Exact. Hein? Puis mettons que vous en réussissez 20 parce que vous n'êtes pas parfait, c'est déjà pas mal mieux que l'équipe qui en livre 2 fois dans l'année. Si vous livrez la valeur tangible toutes les semaines, vous avez une 50aine de livraisons de valeur dans l'année. Vous gagnez en influence, c'est de plus en plus difficile de vous dire non, parce que clairement, ça marche vos affaires, vous livrez. Ouais. Donc c'est important de s'assurer que la valeur que vous livrez n'est pas juste tangible, elle est connue. Oui, il y en a qui vont dire c'est se péter les bretelles et dire qu'on est tellement bon. Regardez, les entreprises font tout ça, OK? Il y a une raison. Oui, ça c'est super important, c'est de démontrer son impact. Ouais. Puis j'avoue, je suis un des premiers à avoir de la difficulté. On est très humble. C'est quoi qu'il faut faire dans ce temps-là? Vous prenez un coach agile qui va vous faire briller vous autres pendant que lui, il n'a pas contribué à l'impact parce qu'il ne code pas. Non, mais un bon gestionnaire va être très bon pour faire briller son équipe aussi. Fait que c'est important. Coachez votre gestionnaire à vous faire briller. Je te laisse-tu le 3e, Pierre? Oui, dans le fond, éviter de standardiser. Donc, quand on parle de télétravail, de modèle hybride, de travail à distance, un one size fits all pour toute l'organisation, c'est une mauvaise idée. Ça fait un one size fits none. Il n'y a pas 2 équipes qui ont le même besoin. Il n'y a pas 2 individus qui ont la même façon de travailler et d'être performants. Donc, l'idée comme manager, comme gestionnaire, le but, c'est de rendre vos gens le plus merveilleux possible. Make people awesome. Exactement, make people awesome. Donc, organisez-vous pour leur créer un environnement où ils vont être à leur meilleur. Et donc, la standardisation d'environnement, ça ne peut pas marcher parce que, malheureusement ou heureusement, tout le monde est différent. Tout le monde a des façons d'apprendre et de travailler différents. Et on ne peut pas juste dire, ben, ça va être ça pour tout le monde, tout le temps, toujours les mêmes jours. Ça ne marchera pas. Non, je suis sûr que Steve L'Emploi va dire que lui, on peut faire ça. Puis que ça marche. Faudrait que tu me le présentes, que j'y parle. Je veux pas y parler, moi. mais non, sérieusement, il y a quelque chose là-dedans. Il y a des entreprises qui vont continuer à dire c'est le même pour toutes les équipes. Et tu sais, on peut aussi être plus flexible. Tu sais, c'est pas obligé d'être le lundi, mettons, pour toutes les équipes. Trouvez la journée où est-ce que c'est mieux pour vous autres. Puis tu sais, on peut expérimenter aussi. Quelle chose on peut apporter là, qui n'est pas dans l'absolu, okay, qu'il ne faut pas absolument faire. Là. Quelles approches qu'on peut essayer pour faire en sorte que, au travers des contraintes qu'on a, l'équipe, c'est ça qui est le plus performante. Ouais. Fait en échange de travailler 1-2 fois au bureau, y a-t-il quelque chose d'autre qu'on peut faire pour que l'équipe se porte mieux? Ça peut être négociable, ces affaires-là. Oui, exact. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé. Puis, si vous avez d'autres histoires de fous, de raisons, de pourquoi vous vous a forcé à revenir au bureau, écrivez-nous. On va peut-être faire un épisode, volume 2 là, de ça. Puis, sinon, ben, vous savez quoi faire. Hein? Vous likez puis vous suivez la chaîne. Pierre, tu suis-tu la chaîne? Oui, mais moi... T'es un bon garçon. J'écoute les épisodes. J'ai recommencé les épisodes depuis le début. Dans ma voiture. C'est toi, ça, qui est actif à écouter des épisodes 77.
Chers pirates, on vous souhaite un bon voyagement au bureau, avec pas trop de trafic, puis pas trop de lag dans votre tease. À la prochaine, les pirates! À bientôt!